Bonjour, c'est Gilbert Daoued des éditions Avatar. Aujourd'hui, pour notre émission Café Noir, je suis avec André Archambault, notre auteur et ami, et aussi géopoliticien aux États-Unis. Il vit d'ailleurs en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on va parler évidemment des élections américaines, des midterms. Mais juste avant d'en parler ou de commencer l'émission, je dois vous remercier parce que nous sommes arrivés à 2000 abonnés. Ça nous ouvre des possibilités avec les algorithmes de YouTube. Et je rappelle à nos auditeurs qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, de commenter, de cliquer sur le pouce vers le haut, bien sûr, et bien entendu de partager nos émissions sur vos comptes des réseaux sociaux. Bon, alors on a intitulé cette émission Midterm, vers un trumpisme sans Trump. Alors pourquoi ce titre, André? Eh bien, parce que la situation est assez confuse encore. On n'a pas toutes les données, bien sûr, aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans la cuisine électorale ou électoraliste, il apparaît quand même très nettement dans cette affaire que tous les candidats de qualité et de conviction ont prévalu, qu'ils soient de droite comme ils soient de gauche d'ailleurs. Et donc, par conséquent, d'une certaine façon, Trump a réussi à faire essaimer des bons candidats comme des mauvais, mais les bons candidats sont prometteurs d'avenir, qu'ils aient été élus ou pas élus, et on va en parler après. Donc, je pense que c'est un phénomène important. C'est à savoir maintenant si Trump va le comprendre, et on abordera le sujet peut-être en fin de discussion. Mais disons que donc cette élection est au carrefour entre deux visions politiques, la vision à la papa et la vision pour demain. Et par rapport à la vision à la papa, on peut dire que les républicains ont été des bleus par rapport aux démocrates qui, comme toujours, sont en avance lorsqu'il s'agit de mettre en place des stratégies, entre guillemets, révolutionnaires, c'est-à-dire qu'un démocrate, il est là pour changer le pays, il n'est pas là pour le gérer. Donc à partir de là, les efforts républicains se sont montrés assez vains quand les candidats n'étaient pas bons et très bons quand les candidats devenaient des révolutionnaires, d'une certaine façon. Est-ce que ces élections, André, étaient un combat des idées ou un référendum sur l'économie? Alors c'est effectivement la très bonne question centrale. On peut dire que quand les républicains ont présenté ça comme un combat d'idées, d'abord et avant tout, comme un combat culturel, comme un combat idéologique, ils ont gagné pour la plupart. Quand ils ont voulu simplement faire un référendum contre Joe Biden et son inefficacité, qui est d'ailleurs reconnue dans les sondages de sortie d'opinion, de vote, eh ben, ils ont perdu ou ils peinent à gagner parce qu'on ne se sait pas encore. La réalité, c'est que les démocrates ont réussi à avoir une stratégie intelligente. D'abord, ils ont joué sur la carte de l'avortement il y a quelques mois, lorsque la Cour suprême a pris sa décision. Les républicains se sont engouffrés en criant des cris de joie là-dessus, au lieu de dire, bah, écoutez, oui, c'est une technicalité juridique, maintenant c'est aux États de décider, pas au fédéral. C'est ça que dit la Cour suprême, ni plus ni moins. Il y en a beaucoup qui se sont réjouis comme des imbéciles. Ça a mobilisé des électeurs et ça a d'ailleurs provoqué, j'y viendrai après, une vague de vote par anticipation qui a permis de stocker du résultat avant même le jour de l'élection. Donc ça, c'était la première chose. Et donc effectivement, on voit maintenant dans les résultats de vote que les jeunes femmes célibataires ont majoritairement voté pour Biden, enfin pour les candidats démocrates, et aussi les populations jeunes en général, et parce qu'il y a eu aussi un deuxième aspect de la campagne, deuxième morceau de la tenaille, premier morceau donc l'avortement, deuxième morceau la défense de la démocratie contre l'irruption insurrectionniste des républicains assimilés à des crypto-fascistes, voire même franchement à des fascistes. Donc ça a marché, puisqu'il y a toujours une partie de l'électorat qui ne supporte pas les langages extrémistes, surtout quand ils viennent de droite. Et donc à partir de là, le référendum ne s'est pas fait sur Biden et son ineptie, ou l'ineptie des républicains à gérer le pays, mais il s'est fait sur des questions culturelles, le modèle social, féministe et féminin, et le modèle social de la défense de la démocratie, entre guillemets, libérale, qui est censée être la protectrice de tout, contre tous les totalitarismes aux États-Unis, à Moscou, en Turquie, en Chine. Donc toute cette vague de totalitarisme menaçait les États-Unis et les jeunes générations ont embarqué là-dedans. Alors donc c'est un combat de culture.
comme disent les Américains, il y a une expression, les culture warriors ont gagné, les combattants de la culture, à droite comme à gauche. Par contre, ceux qui étaient des gens de kitchen table, des candidats qui s'occupaient essentiellement de la soupe et de l'économie, ça n'était pas suffisant. C'est souvent ce que l'establishment républicain n'arrive pas à comprendre, c'est que ce n'est pas en disant que les autres sont nuls qu'on va réussir à convaincre. On va convaincre une partie, mais il faut convaincre les gens qu'on a quelque chose à leur proposer qui sont dans leur intérêt, que ce soit un intérêt intellectuel, un intérêt émotionnel ou un intérêt économique. Mais ça ne peut pas être de l'idéologie à la petite semaine par rapport à la grande idéologie des démocrates qui voient toujours beaucoup plus loin. Donc je dirais que ça, c'était assez patent. Dans ce cas, André, qui était naïf et qui était malin dans ces élections? Je te dirais que les républicains ont un train de retard. Ils n'ont absolument pas compris ce qui s'est passé avec la Covid. Maintenant, il y a une période avant Covid, post-Covid. Post-Covid, c'est que les élections ne se passent plus, ne se déroulent plus en un jour. Elles se déroulent un mois avant et un mois après. Une élection, maintenant, se déroule sur 2 mois. Ce n'est pas un match de foot où à la fin de la partie, on va savoir qui a gagné. C'est un match de cricket où ça met plusieurs semaines pour savoir qui a gagné ou qui a perdu. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fondamental. Parce que, contrairement à ce qui se passait avant, maintenant, les votes par correspondance anticipée représentent une partie quasi majoritaire chez les démocrates. Oui, c'est étonnant. Pour nous, c'est étonnant. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de suspicion à avoir, parce que si c'est transparent, si c'est bien fait, etc., ça va. Mais il faut dire que quand il y a une masse considérable de bulletins à analyser, avec une bureaucratie à côté de la bureaucratie des bureaux de vote qui est sous-équipée, ça prend du temps, puis ça peut se faire dans le secret ou pas dans le secret. Alors les républicains avaient des avocats partout, donc on peut estimer que peut-être il n'y aura pas de difficulté quant à la vérité qui sortira de la boîte, mais ça retarde considérablement le processus et ça crée en quelque sorte des doutes d'ailleurs sur des élections, et quand bien même tel ou tel candidat républicain va être élu, dans un mois, officiellement, l'impression générale dans le public, c'est qu'il aura perdu. Donc, il y a aussi une guerre psychologique qui s'organise derrière cette guerre bureaucratique, surtout si on n'oublie pas de mentionner aussi que, comme par hasard, il y a toujours un problème, une panne d'appareil, une fuite d'eau dans un bureau de vote, une tempête qui force la fermeture du bureau de vote, et c'est toujours en général, ou c'est souvent en général, quand ça arrange bien les choses dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc, je dirais que fondamentalement, les républicains sont encore naïfs parce qu'ils attendent tranquillement les débats télévisés et ils attendent le jour du vote ou les semaines qui précèdent le vote pour gagner. Et ils viennent voter physiquement. Il y a très peu de votes par correspondance républicains parce qu'il faut dire qu'ils ont un doute, qu'on le veuille ou non, ils veulent être sûrs que leur vote qu'ils tiennent en main, ils vont le mettre eux-mêmes dans l'urne parce qu'ils ont peur que si ça part dans un système administratif, ça ne se soit pas. Ils ont peut-être tort, mais n'empêche que c'est cette espèce de peur républicaine qui fait qu'ils votent au dernier moment. Il n'empêche que quand on crée des scandales médiatiques, puisque les médias font partie du parti au gouvernement, ils sont là pour attiser le rassemblement des démocrates contre les républicains, ça se fait finalement 1 mois, 2 mois avant. Ça se fait beaucoup plus tôt et donc c'est déjà stocké. Et c'est très différent d'avant parce que avant, il y avait à peu près 5%, 10%, il y a 10-20 ans, de vote par correspondance. Maintenant, ça va jusqu'à beaucoup, beaucoup plus, 30-40% du total, donc 60 en général, donc 60 des démocrates. Donc ça veut dire que les bureaux de vote ne peuvent pas toujours être aussi sévères dans l'acceptation des bulletins. Quand il n'y a pas la signature qui est valable, il va y avoir immédiatement quelqu'un de la Silicon Valley qui va faire un procès en disant « Oh là là, vous trahissez la démocratie, vous faites de la suppression ou de la répression de vote ou de l'expression démocratique. » Et donc, on laisse passer, c'est plus laxiste. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est du mensonge, mais c'est quand même plus laxiste. Alors donc, je dirais que les républicains n'ont jamais eu de stratégie à assembler des votes 1 mois avant. Ils ont attendu le dernier moment. Quand on attend le dernier moment, ce qui est arrivé en 2020 maintenant, c'est que quand on voit les résultats se défiler, on s'aperçoit que c'est les républicains qui vont gagner, puis peu à peu, ça s'effrite,
et ça passe aux démocrates parce que c'était les votes stockés à l'avance qui finissent par prévaloir. Donc ça, c'est une naïveté technique, mais qui est quand même très ennuyeuse parce que ils pourraient facilement, les républicains, s'organiser différemment. Alors, il faut dire qu'il y a quelques lueurs de leur côté, puisque s'ils arrivent à avoir une présence très forte dans certains États, l'administration des États peut modifier l'organisation de tout le système électoral pour qu'il soit plus moderne. Parce que, comme on disait, je crois, hors micro, c'est un peu étonnant, ça disaient certains journalistes, qu'aux États-Unis, il faille attendre encore un mois pour savoir qui a gagné, alors que dans un pays comme la France, parce que c'était cité comme un exemple par les journalistes, on le sait à minuit avant de se coucher. Je dirais qu'ils ont été, les républicains ont été naïfs là-dessus sur le plan de la mécanique électorale. Ils n'ont toujours pas compris comment maîtriser cette mécanique. Mais André, c'est peut-être aussi dû, et tu vas en parler, je pense, plus tard, qu'au fait que le Parti républicain est divisé entre les différentes tendances. Mais... Alors, le Parti républicain, je dirais que l'héritage de Trump, c'est d'avoir fait naître à l'intérieur du Parti républicain un autre parti républicain, comme Obama a fait naître à l'intérieur du Parti démocrate un autre parti démocrate. Dans les deux cas, c'est le retour de l'idéologie avec un modèle de société qui fait son irruption à l'intérieur de ces partis, parce qu'avant, c'était des partis qui étaient blanc bonnet, bonnet blanc. En plus, j'ajoute aussi une autre chose, c'est que les médias, pour revenir sur ce que tu disais à propos du fait que quand on nomme les vainqueurs, un mois après, ils sont perdants, en fait, c'est pour ça que les médias sont en train d'insister sur le fait qu'il n'y a pas eu de vague républicaine. C'est comme si c'était une... Même s'ils contrôlent maintenant le Parlement et peut-être le Sénat, comme il n'y a pas eu de vague, pour les gens, psychologiquement, les républicains ont perdu. Oui, alors c'est à se demander d'ailleurs s'il n'y a pas eu une espèce d'intoxication en faisant croire à tout le monde qu'il y aurait une vague alors qu'il n'y en aurait peut-être pas, parce que quand on regarde bien et qu'on creuse bien, même avant le vote, on voyait bien que c'était limite dans bien des cas, et c'est toujours comme ça dans une élection, notamment américaine. Quand Trump a été élu la première fois, il a été élu finalement par quelques centaines de milliers de votes, voire même quelques dizaines de milliers de votes dans quelques États et dans quelques bureaux de vote, et ça a tout fait basculer. Et là, il y a beaucoup de cas similaires. Et donc, effectivement, la vague en question a été médiatisée à bloc parce qu'il fallait que ça colle avec la stratégie de communication du plan marketing qui avait été bâti avec la commission du 6 janvier, qui est une commission non pas d'investigation, mais de préparation électorale. Donc, il fallait effectivement faire croire qu'il y avait des insurrectionnistes aux États-Unis, comme il y en avait dans les autres pays européens, et qu'ils étaient tous à la solde des régimes autoritaires. Donc ça c'est une stratégie qui a été une stratégie à la bernaise, si j'ose dire, qui a extrêmement bien fonctionné. C'est une bonne guerre, après tout. La politique est un jeu assez sale. Bon, André, quels sont les gagnants et les perdants à ce jour? Mais quelles sont les grandes tendances? Bon, alors écoute, on peut dire une chose, c'est que, bon, bien entendu, à ce jour, et je parlerai plutôt en termes psychologiques qu'en termes mathématiques, hein. Je dirais aujourd'hui, il y a 3 grands gagnants, 2 personnes et une entité. Biden est le grand gagnant parce que je pense que son propre clan est très content de la stratégie mise en place, comme je le disais tout à l'heure, de travailler d'abord sur l'avortement pour stocker du vote et à la fin sur la peur d'un coup d'État insurrectionnel de droite pour allier encore une autre partie de la jeunesse. Donc ça a très bien marché. Les gens ne se sont pas occupés de savoir ce qu'il y avait dans leur portefeuille. Ils voulaient absolument sauver leur conception de la société telle qu'ils l'avaient acceptée depuis fort longtemps. Bon, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est quand même DeSantis, qui a réussi une performance absolument colossale sur la Floride. Parce que... DeSantis, pour ceux qui ne savent pas, est du Parti républicain. Voilà, DeSantis, c'est le Parti républicain. C'est un type qui était du Freedom Caucus, qui était déjà un petit peu un contestataire, qui a été soutenu par Trump il y a quelques années, qui est parti un peu de l'école de l'écurie Trump. C'est un type qui a été à Yale et à une autre grande université de la côte Est, dont j'oublie le nom, et puis qui était officier de marine dans l'armée. Et c'est un descendant d'immigrés italiens. Il a été élevé par une mère veuve ou célibataire, de petits revenus. C'est le rêve américain tel qu'on l'imagine. Et
C'est un homme, effectivement, qui, bien qu'ayant été dans les grandes universités et y a noué des contacts, il n'a jamais apprécié particulièrement cette culture de la côte Est. Et il a fait petit à petit carrière au Parlement, et puis ensuite il a gagné les élections. Mais c'est surtout quelqu'un qui s'est illustré d'ailleurs comme certains victorieux, gouverneurs victorieux récents, dans l'idée qu'il n'a pas fermé son État. C'est-à-dire que la Floride n'a jamais fermé, il a même interdit les passeports sanitaires et toutes les mesures de restriction. Et ce qui s'est passé, c'est que d'une part, la population n'est pas morte. Deuxièmement, il y a eu une immigration considérable en Floride, en provenance des États du Nord-Est, dirigés par des démocrates. Et DeSantis a joué sur deux choses. D'abord la Covid, où il a essentiellement géré ça de façon pragmatique et pas de façon idéologique. Et deuxièmement, le système d'éducation, c'est-à-dire il a fait barrage à tout ce qui pouvait être considéré, disait-il, comme wokisme, comme pénétration à l'école. Et c'est pour ça d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur le vote des femmes en général aux États-Unis, le vote des mères de famille n'est pas le même que celui des femmes célibataires. Donc DeSantis, il a réussi, quand il a pris le pouvoir, il a été gouverneur précédemment, il a fait le nettoyage de la bureaucratie, il a imposé un système électoral facile à comprendre, clair et transparent. Les résultats en Floride sont arrivés le soir même. Il n'y avait pas besoin d'attendre encore un mois avec des bureaux qui tombaient en panne. Il a effectivement donc réussi sa manœuvre et surtout, il s'est présenté dans son discours de victoire comme véritablement le futur présidentiable républicain qui a tranché avec Trump, et je viendrai sur Trump dans une seconde. Et alors, je dirais, le troisième gagnant, c'est que partout où il y a eu des gains républicains assez monumentaux, ou très souvent en tout cas, c'est dans les États du Sud. Donc, ce sont les gagnants, parce que ce sont des États qui importent de la population des États du Nord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Nord parce qu'ils étaient au chômage, parce qu'ils voulaient de la croissance économique, parce qu'ils ne voulaient pas être enfermés par la Covid, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs écoles intoxiquent leurs enfants, sont allés dans ces États-là. Donc, il y a une espèce de division culturelle nord-sud qui est en train de renaître aux États-Unis, tout à fait paradoxalement. Ce n'est pas la même que celle du 19e siècle, mais c'est une division entrepreneuriat, classe moyenne, contre les grands bourgeois libéraux, assistés de leurs assistés sociaux, si j'ose dire. Alors ça, c'est les trois gagnants, selon moi, ce soir. Alors on ne va pas parler de celui qui a gagné plus de voix que l'autre, parce que ce n'est pas l'essentiel. DeSantis, c'est le symbole d'un certain nombre de gens qui sont derrière. Les perdants, c'est tout d'abord la commission du 6 janvier, qui avait été créée par Nancy Pelosi, qui d'ailleurs, si elle perd, elle risque de perdre, si c'est confirmé que la Chambre passe aux Républicains, elle risque de perdre son petit marteau, là, son job de speaker. Mais cette commission du 6 janvier, qui avait vraiment été créée comme tactique extrêmement habile pour créer l'illusion d'un bipartisanisme avec des républicains anti-Trump choisis par Nancy Pelosi et pas par la majorité républicaine de la Chambre, ce qui est quand même une grande première. Là pratiquement, il n'y a plus personne qui a survécu à tout ça. Donc là, maintenant, c'est en plus si la Chambre saute, donc à côté républicain. Donc ça, c'est quand même le grand perdant. Le deuxième perdant, c'est l'establishment du Sénat, c'est-à-dire que l'establishment du Sénat a toujours joué contre Trump et les républicains trumpistes, ça c'est clair. Et dans l'élection, au Sénat, ils avaient accumulé un trésor de guerre et ils ont distribué ça à leurs amis et pas aux trumpistes. Donc il est certain que certains trumpistes qui tirent la langue maintenant à attendre la confirmation de leur élection dans les semaines qui viennent à cause des dépouillements en cours, etc., n'ont pas bénéficié d'injections d'argent qui ont été utilisées à fond sur des candidats qui parfois n'ont même pas été élus. Et donc, au colonel du Sénat, il va avoir quelques comptes à rendre probablement plus tard, tout va dépendre un petit peu de ce qui va se passer. Et puis, le dernier perdant, c'est quand même Trump. Parce que Trump n'a toujours pas avalé sa défaite, il n'a pas agi en homme d'État, soyons clairs, il a agi comme un gamin qui était un mauvais perdant. Peu importé pour Trump d'avoir été... il a fait comme Hillary Clinton, qui n'a pas arrêté de dire pendant des années qu'on lui avait volé l'élection, il a fait pareil. Et Hillary Clinton n'est pas aimée pour ça, et Trump maintenant n'est plus aimé pour ça non plus, parce que la page tourne. Il faut véritablement dire, il aurait dû dire simplement aux gens, je soutiens les meilleurs des candidats républicains, je ne me présenterai pas, une nouvelle génération est en train de venir,
et je vais faire tout pour que l'Amérique redémarre selon les principes que j'ai toujours défendus avec mon cœur et avec mon âme. Mais ça, c'est pas lui. Lui, c'est moi, moi, moi. À mon avis, il a tué certains résultats 24 heures avant le vote, parce qu'il a fait un grand rallye où il avait annoncé qu'il allait annoncer quelque chose de majeur, donc automatiquement ça a aiguillé tout le monde, ça a rendu les républicains furieux et surtout ça a réjoui les démocrates qui ont immédiatement fait campagne là-dessus en disant les insurrectionnels vont revenir, nous vous l'avions dit, la preuve c'est qu'il va se présenter et tous les électeurs jeunes qui en général ne votent pas, ils sont allés voter. Il n'a peut-être pas fait volontairement, mais il a donné la preuve qu'il n'était pas à la hauteur politiquement. C'est mon opinion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trumpisme sans Trump, on y reviendra dans un instant. Alors voilà un petit peu les gagnants et les perdants. Donc gagnant, Biden, DeSantis, et puis tous les États du Sud, parce que c'est la future classe politique républicaine qui va se développer par croissance lente mais déterminée. Et puis la commission du 6 janvier qui était un artefact finalement. Trump qui est obsolète maintenant politiquement, alors qu'il pourrait être très représentatif d'une vision idéologique, mais il ne le fait pas. Et puis l'establishment du Sénat qui est en perte de vitesse. Alors, donc, quelle tendance de fond pour l'avenir? Pour l'avenir, je dirais que, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de bons candidats d'un côté et de mauvais candidats de l'autre. Il y a eu des bons candidats démocrates, il y a eu de mauvais candidats démocrates, il y a eu des bons candidats républicains et des mauvais candidats républicains, et au sein des républicains, il y a eu des bons candidats trumpistes et d'autres qui étaient de mauvais candidats trumpistes. Alors, ceux qui ont gagné, ce sont ceux qui étaient à la fois de bons candidats sur le plan de la culture générale politique et de bons candidats sur le plan de la vision idéologique. Donc c'était la classe supérieure, si j'ose dire, de la population électorale, de la population élective. Alors, chez les démocrates, par contre, ça a été plus facile parce qu'il y a eu de très mauvais candidats qui ont été élus, notamment en Pennsylvanie, mais parce que d'abord, les votes avaient été stockés au début de la campagne, et il y a notamment un qui a eu une attaque cérébrale, le pauvre malheureux, qui avait ensuite des difficultés à parler et puis qui n'était pas foutu de mettre deux mots à la suite l'un de l'autre, qui a fait un débat déplorable. Le candidat en face de lui républicain s'est amélioré au cours de la campagne et puis évidemment, il n'a pas gagné, c'est l'autre qui a gagné quand même. Ça, c'est les cas particuliers parce qu'il y a la machine derrière. Il y a au moins 3 votes au Sénat qui peuvent basculer républicains, auquel cas c'est réglé. Mais c'est réglé en même temps que l'impression est que les républicains ont perdu. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que dans toute cette affaire, à la fois parce qu'il y a les médias qui le disent, à la fois parce qu'il y a des résultats différés, à la fois parce que Trump s'est présenté comme un imbécile, il est fort possible que les républicains arrivent à gagner les 2 chambres. S'ils gagnent les 2 chambres, restera à savoir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se comporter comme le feraient les démocrates à leur place, c'est-à-dire être extrêmement agressif sur le plan législatif et sur le plan en même temps inquisitorial? Est-ce qu'ils vont faire des enquêtes sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années en matière de santé, en matière de loi électorale à faire ou à refaire ou à défaire et recréer pour qu'on ait un système unique dans tous les États-Unis où il n'y ait pas des carottes et des pommes qui s'ajoutent le soir des élections puisque les gens ne sont pas élus de la même façon, sur les mêmes critères. C'est quand même un comble dans un certain sens. Donc, est-ce qu'ils vont être plus agressifs ou est-ce qu'au contraire, ils vont dire ouais, pas de vagues, on va être gentils, etc. Ça, on ne sait pas, parce que l'équilibre n'est pas, je ne connais pas moi-même l'équilibre des différentes composantes entre les vieux rossignols, entre les conservateurs pur beurre obsédés par l'avortement et entre les populistes qui veulent redévelopper la croissance économique, entre les bellicistes et entre les pacifistes. Je n'ai pas encore totalement leur juste. Je pense que par rapport aux démocrates, il est certain qu'il va y avoir plus d'anti-bellicistes que chez les démocrates qui vont être... Mais le problème, c'est que chez les républicains, c'est que même si les démocrates, il y a des fractures internes, ils sont compacts contre les républicains. Il y a les républicains anti-Trump qui risquent de voter en bipartisan, comme on dit aux États-Unis, avec les démocrates contre les républicains, contre leur propre camp. C'est pour ça que le plus grand service que Trump pourrait rendre, c'est de créer un think tank, de se faire nommer ambassadeur, d'aider à faire du financement,
c'est quand même un job honorable quand on a fait de la politique avec succès, parce que quand même son bilan, ça aura été de moderniser la politique américaine, en tout cas sur le plan républicain. Ça aura été de redonner le goût de la désignation de l'adversaire en politique. Ça aurait été effectivement de redonner du courage à des tas de gens qui n'allaient plus voter depuis 40 ans. Donc il y a les laissés pour compte sont revenus dans la politique. On pourrait dire, et je sais que je vais faire hurler en disant ça, qu'il a fait un peu comme Obama, hope and change. Il a recréé de l'espoir. En tout cas, sans faire du trumpisme, mais vu qu'on va passer à la dernière question, je dois noter quand même qu'on a eu raison et que nos médias en Europe, vu que c'est la question étrangère, avaient tort. C'est que Trump, après tout, n'a pas commencé une seule guerre. C'est avec Biden que les guerres retournent aux États-Unis. On arrive à la dernière question, justement. Quels sont les risques pour les États-Unis et pour nous, au sens Europe et le monde entier, quoi? Alors, effectivement, le risque fondamental, c'est que le système de l'État profond, complexe militaro-biotechnologique, industriel, soit toujours là. Et que si c'est les démocrates qui passent dans les deux chambres, là, il faut attacher ses ceintures sur le plan géopolitique parce qu'il va y avoir de la casse. Si c'est moitié-moitié, Sénat, etc., ça va être une espèce de pourriture pendant 2-3 ans avec la Chine et avec la Russie. Les États-Unis vont s'endetter encore plus qu'ils le font pour entretenir une guerre en Europe centrale, en Asie, en Chine, à côté de la Chine. Si c'est les républicains qui gagnent dans les deux chambres, je pense qu'il va y avoir un contre-pouvoir anti-belliciste chez les républicains assez substantiel, mais ça n'empêchera pas les démocrates de voter avec les républicains bellicistes au Congrès. Donc, ça n'empêche pas que le risque est toujours là quand même d'une déstabilisation géopolitique fondamentale qui fait qu'on y verra vraiment clair que jusqu'à la prochaine élection présidentielle dans 2 ans, s'il n'y a pas eu de guerre avant. Et peut-être les Américains ne s'intéressent pas, le public américain ne s'intéresse pas à l'Ukraine comme nous en Europe. Il est évident que pour l'instant, les Russes au moins ont une fenêtre de 2 ans, donc jusqu'aux prochaines élections américaines présidentielles, pour s'en sortir de cette guerre où ils se sont retrouvés. Le problème, je pense, même si les républicains qui ne sont pas bellicistes n'arrêteront certainement pas la guerre, mais ils s'appuieront plutôt sur l'État ukrainien que sur l'OTAN. Oui, parce que l'État ukrainien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ce sont les Kurdes de Syrie. Les Ukrainiens sont utilisés comme les Kurdes en Syrie. Mais il y a quand même une chose qui est importante, je crois, et là c'est une question ouverte. Les républicains, quand même les bellicistes, d'une façon générale, leur cible principale, c'est quand même la Chine. Ils auraient adoré que Poutine s'effondre en quelques semaines, mais maintenant que Poutine ne s'effondre pas, ils vont peut-être se dire, et certains le disent, il vaut peut-être mieux maintenant stabiliser la relation avec la Russie. Poutine, il va durer ce qu'il va durer, mais au moins il faut éviter que la Chine bouffe la Russie. Parce que plus on pousse Poutine dans les bras de la Russie, plus la Chine va être forte. Pardon, qu'on pousse Poutine dans les bras de la Chine, plus la Chine va être forte. Donc ça, je pense que c'est assez général comme éveil intellectuel chez les républicains par rapport à il y a 4 ans. Les démocrates, il y a 2 raisons pour lesquelles ils sont obsédés par les Russes. Premièrement, parce que toute la narration sur le fait que Trump a été élu par les Russes s'effondre si on fait la paix avec les Russes. Et deuxièmement, il faut dire aussi une chose, si la population se fout complètement de l'affaire russe et ukrainienne, les parlementaires et les lobbies américains ou les gens du département d'État sont quand même peuplés de descendants d'immigrants d'Ukraine et d'immigrants de Russie qui haïssent la Russie. Arriver à les amener à la raison en les faisant raisonner géopolitiquement n'est pas toujours chose facile. Mais André, je me demande, moi, si l'Ukraine, en fait, comme tu as dit les Kurdes, moi je dirais autre chose, pour faire un parallèle avec un État, c'est que si les Américains ne vont pas utiliser l'Ukraine comme ils ont utilisé Israël au Proche-Orient, c'est-à-dire Israël au Proche-Orient, c'est le porte-avions américain pour éviter que le monde arabe s'unisse et qu'ils utilisent l'Ukraine en Europe pour éviter que l'Europe et l'Asie fassent une unité eurasienne. Je ne sais pas si la comparaison est valide, elle a du mérite, mais ce qui est important, c'est qu'ils auraient déjà réussi une chose. C'est qu'avec l'Ukraine, ils ont recréé un rideau de fer entre l'Europe et la Russie. Là, maintenant, c'est fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation. Ce que l'Allemagne avait fait pendant l'Union soviétique a été détruit. Maintenant, l'Europe de l'Ouest est coupée des richesses phénoménales de l'Eurosibérie. Soit les Chinois, soit les Américains.
et les Européens vont être à genoux. Fondamentalement, l'Ukraine a déjà servi à ça. Alors, est-ce qu'elle a besoin de servir à autre chose maintenant? Oui, parce qu'on veut en faire le 51e État des États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains d'origine ukrainienne qui pourraient devenir membres du gouvernement ukrainien, par exemple. Oui. C'est possible. À moins que l'Ukraine change de carte. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer aussi que la Pologne en récupère une partie, comme c'était avant. L'Empire austro-hongrois peut renaître parce que ça appartenait aussi en partie. Il y avait la Pologne, l'Empire austro-hongrois et la Russie. Et on peut même dire les Ottomans. Mais les Américains, pour l'instant, ils ont besoin de la Crimée et surtout du port d'Odessa. Parce que les Américains ont déjà investi considérablement dans l'agroalimentaire en Ukraine. Le blé, la bouffe, c'est fondamental dans le monde d'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique en plus. Et donc, ils ont besoin d'un débouché et ils ont besoin du port d'Odessa, ils ont besoin de la mer Noire. Et en plus, ils ont besoin d'être pas loin des Turcs, au cas où les Turcs ne seraient plus des enfants sages au sein de l'OTAN. Donc, il y a tout un jeu à billard à 3 bandes, à 4 bandes, assez complexe. En tout cas, pour vraiment faire la parole de la fin, l'Ukraine, comme elle est l'ennemi de l'Europe, en tout cas. Alors, l'Ukraine, en tant que peuple, non. Non, pas en tant que peuple, bien entendu, en tant que... Et en tant qu'oligarchie, oui, c'est une oligarchie proche des oligarchies américaines et ennemie des oligarchies russes. On peut dire que c'est à peu près comme ça, parce qu'en fait, on est dans un monde d'oligarchie. Bon, alors je te remercie, André. Je sais que tu voyages aujourd'hui. Tu viens nous visiter donc en Europe. J'espère bien. Alors, bon voyage, merci. Et puis, bien entendu, je remercie nos auditeurs. Et surtout, abonnez-vous et voilà. Et à la prochaine édition.